Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur i24 News pour donc ce nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré au sport. Et puis pour cette grande première, nous avons un beau plateau et un beau casting d'invités. À ma droite, c'est Laurent Fournier, vous le connaissez. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Laurent qui a été international, qui a été un des joueurs majeurs du championnat de France il y a quelques années, et puis entraîneur aussi de renom, international, milieu de terrain. Enfin, on ne va pas faire tout le pédigré, le palmarès de Laurent. À côté. Juste à côté, c'est Guy Citruc, journaliste sportif depuis longtemps et grand spécialiste du foot. Bonsoir Guy. Jean-Philippe. Et puis donc justement, à vos côtés, c'est David Aiello de Sport 365. Salut David. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir à tous. Un grand plaisir d'être avec vous pour cette première. Et nous aussi, nous sommes très ravis donc d'être avec vous pour cette grande première. Consacrée au Ballon d'Or, c'est l'actualité, vous êtes d'accord? On ne pouvait pas ne pas commencer ce nouveau rendez-vous d'I24 News Sport donc sans évoquer le Ballon d'Or. Il n'y a pas eu de surprise, l'image a fait le tour du monde. L'élu, l'heureux élu donc 2015 Ballon d'Or, c'est Lionel Messi. Gagnant du Ballon d'Or FIFA 2015 revient à Lionel Messi. Ils étaient trois donc en concurrence, on peut le dire en quelque sorte. Ronaldo, Neymar et la bise à sa fiancée, la bise également à Neymar, devenu un vrai copain et un salut un peu froid, un peu distant. Hein. C'est Ronaldo, on connaît la rivalité qu'il y a. Et ce Ballon d'Or que lui remet le grand Kaka, lui-même qui avait été en Ballon d'Or en 2007. Hein. Oui, qui a un peu disparu ensuite de la circulation. Ce Ballon d'Or et ce costume élégant. Donc, Sobre pour une fois. Exactement. C'était la grande surprise ça, de la soirée, parce qu'on s'attendait à Messi, mais on ne savait pas quel smoking il allait mettre. Donc finalement, la surprise vient de sa tenue, qu'on peut dire qui a été plutôt sobre. Après Laurent, il était le favori, c'est incontestablement le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Il a le talent, les qualités pour faire basculer un match. Moi, j'ai commenté certains matchs de la Coupe du Monde des clubs où contre River Plate, il avait été malade, il avait un calcul rénal et il rentre sur le match, il marque 2 buts sans s'entraîner. Voilà, c'est la classe, c'est normal. David, qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi fort Lionel Messi? C'est vrai qu'il a quand même des qualités physiques qui sont assez exceptionnelles. On rappelle aussi qu'il a un parcours un petit peu atypique puisqu'il avait des problèmes de croissance et qu'il a reçu un traitement en particulier à base justement d'hormones de croissance dans son adolescence. Donc ça lui a quand même donné des qualités physiques extraordinaires que peu de joueurs ont, qui lui permettent de réaliser, surtout d'inscrire des buts venus d'ailleurs. Guy, on a l'impression quand on voit jouer Lionel Messi que c'est un peu comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a lui et les autres. Il y a une telle facilité, une telle gestuelle qu'on se dit que c'est absolument incroyable. Pour moi, le talent de Messi, plus que dans ses pieds, il est dans son nez et dans son cerveau. Il sent le jeu de manière formidable, quoi. Il a l'intuition du geste qu'il faut, même de dévier le ballon d'1 millimètre, ou parfois de faire semblant d'y toucher et de le laisser passer. Laurent, quand il y a un joueur de cette dimension-là, aussi doué, aussi fort, très jeune, est-ce qu'un entraîneur comme vous pouvait déjà déceler lorsqu'il a 12, 13 ans, 14 ans, des qualités hors du commun et se dire ce joueur-là est un phénomène? Non, je pense que après c'est la progression, Ouais. la confiance qu'il a eue. Mais comme le disait Guy, c'est vrai que l'intelligence des déplacements, l'intelligence de se placer, de donner le ballon au bon moment, le dosage de la passe, il n'y a que lui qui peut le faire. Techniquement, c'est parfait. Et quand techniquement vous êtes parfait, vous pouvez jouer dans tous les clubs et marquer tous les buts que vous pouvez. Et c'est vrai qu'en plus ça complète quand même beaucoup ce que je disais sur ses qualités physiques, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable d'éliminer, mais il est également capable de donner des ballons incroyables. Et il a ce talent assez inouï de pouvoir être un joueur performant individuellement et également collectivement. Oui, puisque donc c'est à la fois le meilleur passeur en Ligue des Champions, le meilleur buteur ou presque, et puis alors ses exploits à répétition. Nous avons préparé une infographie intéressante. Donc il y a Messi et les autres dans l'histoire du Ballon d'Or. On expliquera un peu plus en détail l'histoire de ce Ballon d'Or. C'est intéressant. C'est donc son 5e Ballon d'Or. Alors, on va prendre un petit peu le temps. Il en a donc gagné 5. Le premier, il a que 28 ans, on le rappelle. C'est pas fini, ouais. Le premier en 2009, et d'ailleurs Gérard Rouillet avait dit en 2011, je crois, ou 2010, ils vont gagner 5. Et finalement, il peut même en gagner au-delà. Alors derrière, 4 grands noms du football. Il y a donc Ronaldo toujours en activité, 2008, 2013, 2014, son rival. D'ailleurs, élément intéressant, il a 5 podiums, Ronaldo, et Messi en a 4. C'est incroyable comment il se partage le gâteau depuis quelques années. Et puis derrière, il y a ces 3 joueurs de légende que peut-être les moins jeunes connaissent un peu moins, que sont Platini, Marco van Basten, et donc Johan Cruyff, la légende, 2 Hollandais, il faut le préciser. Marco van Basten, vous l'avez bien connu. Oui, j'ai eu la chance de jouer contre lui avec l'Olympique de Marseille en
Coupe des clubs champions à l'époque. Oui, c'était le talent. En plus, un peu à l'image de Barcelone avec le trio Messi, Neymar et Suarez. Là, il y avait quand même Rijkaard, Van Basten et Gullit. Et c'est ces années-là où Van Basten a fait preuve de talent exceptionnel, de marquer des buts, de beaux buts. Ouais. Notamment ce but venu d'ailleurs en finale de l'Euro 88. Sur une reprise de volée absolument extraordinaire. Alors c'est intéressant, Guy, parce que vous connaissez bien l'histoire du Ballon d'Or. Rappel historique sur le Ballon d'Or. Il est créé en 1956. Oui. À l'initiative donc du magazine France Football. Du magazine France Football et de quelques journalistes, dont Gabriel Hanot, Jacques Ferrand, qui est toujours vivant aujourd'hui, à presque 95 ans, et qui est le détenteur le dépositaire de l'histoire de la création du Ballon d'Or. Et donc ça part d'une idée toute simple, parce que le groupe L'Équipe, dont France Football était l'un des titres, venait de créer la future Ligue des Champions, qui s'appelait à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions. Et donc il fallait un petit peu animer tout ça, et donc on a créé le Ballon d'Or pour récompenser à l'époque le meilleur joueur européen uniquement. Et qui jouait donc, qui était européen. David, il était à la fois, il fallait qu'il soit européen et qu'il joue dans le championnat européen jusqu'en 1995. Ouais, ça a été quand même assez limité. Ensuite, on a Georges Weah qui devient le premier joueur donc, non européen à le remporter. C'est justement en 1995, à la suite de son extraordinaire parcours, à la fois avec le Paris Saint-Germain, de Laurent Fournier. Vainqueur de la Coupe des... voilà. De la Coupe des Coupes qu'on appelait à l'époque. Voilà, il peut nous dire merci, parce qu'on a fait marquer des buts. C'est l'année suivante, ça c'est en 96. Là, ils sont champions de France, mais c'est surtout le parcours incroyable de Georges Weah avec le Paris Saint-Germain, notamment ce but contre le Bayern Munich, et ensuite ses exploits avec le Milan AC. Donc il devient effectivement le premier joueur non européen à remporter le Ballon d'Or. Et ensuite, en 2007, il y a donc un nouveau changement encore. Oui. Puisque finalement, on décide de récompenser le meilleur joueur du monde, quelle que soit son origine et son pays Oui, en fait, parce que tout ça témoigne de l'évolution du football pendant toutes ces années-là. Il y a eu, je vous rappelle, au milieu des années 90, l'arrêt Bosman. Et donc, peu à peu, il y a eu la mondialisation du football. Mais l'Europe est devenue le centre de gravité du football mondial, économiquement et footballistiquement, puisque maintenant le football de club est presque uniquement en Europe. Laurent, Guy vient de parler de l'arrêt Bosman. Un mot sur l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman apporte une modification considérable dans le football mondial, donc ce joueur Bosman. Et que se passe-t-il au début des années 90 ? Parce que finalement, le nombre de joueurs était limité, le joueur étranger dans chaque club. Nous, je me rappelle bien qu'à l'époque où on jouait la Coupe des Coupes ou la Coupe d'Europe, on avait le droit qu'à 3 étrangers sur le terrain. Donc je vais vous donner l'anecdote du Paris Saint-Germain. Il y avait Rai, Valdo, Ricardo, et Weah arrive. Et quand on joue en Angleterre contre Arsenal, on peut jouer qu'avec que 3 joueurs, et c'est Weah qui se retrouve en tribune. Donc c'était difficile. Après, c'est bien, je pense que les étrangers sont arrivés dans le championnat et ça a fait progresser énormément le championnat de France. Il y a même eu une époque où les clubs n'avaient droit qu'à 2 internationaux, et également une époque où en Italie il y avait une restriction, mais les clubs italiens étaient à l'époque très riches, et la Juventus par exemple à une époque avait un joueur qui s'appelle Roger Magnusson, qu'on a bien connu ensuite en France, qui était suédois et qui jouait ailier, je me souviens. Ne pouvait pas l'utiliser en championnat d'Italie parce que les étrangers n'étaient pas autorisés, et donc Magnusson jouait les matchs de Coupe d'Europe. Donc depuis 1956, donc création du Ballon d'Or, c'était donc la 60e édition à Zurich lundi soir, hier soir. David, et il y a parmi le palmarès en 60 ans d'histoire, il y a une statistique assez extraordinaire, je vous propose de la voir en image. Il s'avère qu'il n'y a seulement eu un seul gardien et 3 défenseurs qui ont donc remporté ce Ballon d'Or. Tous les autres sont soit attaquants, soit milieu offensif. Ce qui est quand même assez incroyable quand on pense quand même aux grands joueurs qu'on a pu avoir à ces postes-là, à savoir gardien et défenseur. On peut penser à Dinosov par exemple, mais également à Baresi, Maldini, enfin il y en a quand même un paquet. Et c'est vrai que la tendance en plus est encore plus, va complètement dans ce sens, puisque là on le voit sur l'édition actuelle, les 5 premières places sont occupées par des attaquants, et le premier joueur défensif c'est Neuer qui est 7e. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, qui à mon avis c'est un petit peu dommage sur certains cas, parce que quand on pense quand même qu'un joueur comme Owen, qui est à mon sens pas un très grand joueur, a été Ballon d'Or, alors que Baresi ou Maldini en 2001, je crois, ne l'ont pas eu, on se dit il y a quand même quelque chose, alors c'était pas la même année évidemment, mais quand même on se dit il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre, et c'est vrai qu'il y a une prime au spectacle et au caractère offensif qui est très important dans le Ballon d'Or. Laurent, en regardant donc ces statistiques et les 3 joueurs défenseurs qui ont donc marqué l'histoire du Ballon d'Or, ce sont 3 libéraux, donc 3 défenseurs centraux, Beckenbauer, la star allemande qui en gagne 2.
Et Mathias Sammer qui jouait à Dortmund et Cannavaro qui est donc le libéro de l'équipe d'Italie championne du monde. Ouais, après il y aurait dû avoir beaucoup plus de défenseurs, mais quand vous voyez que c'est mérité, quand vous voyez que Beckenbauer l'a eu, moi je l'ai eu la chance de l'avoir comme entraîneur à Marseille, c'est la classe à l'état pur. Quand vous faisiez des taureaux au milieu du terrain, il se mettait sur le côté, il passait jamais au milieu, il perdait jamais le ballon. La technicité, l'aisance technique qu'il avait. Après c'est sûr qu'on récompense plus le buteur. Ça coûte plus cher, les clubs mettent beaucoup d'argent là-dessus et c'est une récompense sûrement pour eux qu'un attaquant soit ballon d'or. Et Guy, justement, ce n'est pas un peu difficile maintenant pour les autres joueurs de champ de ne pas avoir une place, d'abord de ne pas avoir cette reconnaissance. Aujourd'hui, si on n'est pas attaquant, il n'y a pas, on parlera après dans la deuxième partie d'émission des revenus, bien entendu, et de la dimension économique qu'a pris le foot depuis quelques années, mais c'est un côté frustrant finalement, qu'aujourd'hui, seuls les attaquants ont cette dimension médiatique et cette reconnaissance. Mais de toute façon, vous l'avez dit, c'est la prime au but, à l'efficacité, et donc c'est tellement facile à comprendre un joueur qui fait la décision. Encore que moi, dans la statistique que vous avez montrée, moi en 2006, j'aurais donné le ballon d'or à un gardien, à Buffon, parce que c'est quelque part, c'est lui qui donne la Coupe du Monde à l'Italie en arrêtant cette tête quasi imparable de Zidane à quelques instants avant le fameux coup de boule. Et idem d'ailleurs sur la Coupe du Monde de 2014. Neuer, qui n'est pas ballon d'or cette année-là, s'il y avait quand même bien une occasion d'honorer un gardien donc, qui est champion du monde, c'était cette année-là, absolument. Oui. Mais en 2006, on précise qu'au niveau de la réglementation donc, du vote, élément important, David, ce sont toujours les journalistes qui votent. Exactement. Alors combien de journalistes à ce moment-là? Une cinquantaine? Justement, il y a eu une évolution du nombre de journalistes qui a suivi là aussi l'évolution géopolitique. Je ne veux pas faire trop sérieux, mais, non, mais au départ, nous sommes sur une chaîne d'infos. On l'oublie pas. 1956, il y avait combien de pays en Europe? Il y avait 35 pays en Europe. Ouais. Et ensuite, il y a eu l'explosion du bloc de l'Est. Donc, on est passé à une cinquantaine de pays. Et lorsque le Ballon d'Or a été mondialisé, très naturellement, France Football, à l'époque, a ouvert son jury et il y avait une centaine de journalistes, qui représentaient tous les pays du monde où France Football avait un correspondant. On rappelle qu'à cette époque, en plus, il y avait une rivalité entre la FIFA qui montait avec son prix du meilleur joueur de l'année. Qu'elle avait créé en 1991. Voilà, qui était donc un prix international, mais qui avait moins de valeur, et ça embêtait évidemment beaucoup la FIFA, qui avait beaucoup moins de valeur auprès des joueurs et auprès du grand public, et le Ballon d'Or historique France Football, qui lui était le Graal, bien sûr, le Graal suprême. Laurent, en tant que joueur, dans les années 90, que représente le Ballon d'Or? Est-ce que vous en parlez lorsque Georges Weah, est-ce qu'il y a une fête spéciale? Est-ce que ça prend une ampleur? Est-ce que c'est un objectif important au sein d'un club? Moi, je pense que c'est un objectif parce que ça valorise aussi les joueurs qui sont à côté du joueur, parce que quand les joueurs gagnent ce trophée, ils disent souvent merci à leurs coéquipiers. Mais dans les années 90, c'était décembre. France Football, on l'achetait beaucoup plus souvent que maintenant, je suis désolé de le dire, parce que il y avait les petites étoiles des joueurs, il y avait beaucoup. C'est aussi l'évolution de la presse, il n'y avait pas Internet non plus. Il n'y avait pas Internet. Pour nous, notre seule façon de juger un joueur, c'était par rapport à France Foot, c'était par rapport à l'équipe et aux petites étoiles. Donc oui, on attendait ce moment parce que c'était la trêve, c'était décembre et on était en vacances. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, parce que maintenant vous êtes passé de l'autre côté, depuis quelques années, vous avez même entraîné le Paris Saint-Germain, est-ce qu'aujourd'hui, un entraîneur a aussi encore en tête cette reconnaissance? Parce que lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le meilleur entraîneur est récompensé, le meilleur 11, il y a toute une série de trophées. Voilà, c'est les Césars. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, c'est un peu plus que ça, même les Oscars Hollywood. Ouais. Je pense qu'on peut même mettre la barre un peu plus haute. Ouais. Moi, je trouve que c'est normal de récompenser tous les joueurs qui sont bons, de faire une équipe type comme ça se fait souvent dans chaque pays. Là, c'est une équipe mondiale, l'entraîneur des féminines, le meilleur entraîneur. Je crois que ça récompense un peu le football. Après, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le jugement, mais ça fait partie du jeu. Guy, 2010, c'est le virage que prend donc le Ballon d'Or et la FIFA. Alors, explication, la FIFA décide de racheter le Ballon d'Or en quelque sorte. Oui, en fait, ça rejoint ce que vous disiez il y a quelques instants, à savoir les difficultés de la presse. France Football avait besoin de cash et a fini par céder aux avances de la FIFA qui lorgnait sur le Ballon d'Or parce que le Ballon d'Or, c'était, comme on l'a dit il y a un instant, c'était une marque formidable, le prestige. Et donc la FIFA a racheté la marque Ballon d'Or et a fusionné avec son trophée du meilleur joueur de l'année pour en faire le FIFA Ballon d'Or. D'ailleurs, on a encore une petite minute. Si on peut d'ailleurs voir les images de l'arrivée des cracks, des stars. C'est Hollywood. Lorsqu'ils arrivent,
Donc les tenues, bien entendu, on évoquait leur smoking, les voitures de luxe, le tapis rouge. On est dans une cérémonie diffusée par 190 pays, David. Ouais. C'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'assister une fois à cette cérémonie à Zurich. C'est vrai que là, on a l'impression d'être aux Oscars. Hein. Et c'est ce qu'a d'ailleurs voulu la FIFA, voilà, faire monter en puissance cette cérémonie. Après, c'est quand même pas évident, je trouve, de réaliser des cérémonies comme ça. Il y a quand même, à mon sens, hein, quelques longueurs, quelques lourdeurs. Mais bon, ça fait partie maintenant de l'événement. Non, moi je voudrais dire un truc là-dessus. Je trouve Bien sûr, que pour moi, c'est pas le football. Ah oui. Pour moi, c'est du showbiz, et après, faut voir ce qui se passe derrière aussi par rapport aux gamins. Ils s'identifient à des joueurs comme ça qui arrivent avec des voitures super belles, et c'est pas ce que j'aime dans le football. Ah, c'est très intéressant ça. Nous allons l'évoquer, hein, et cette remarque fort judicieuse donc, de Laurent Fournier. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie donc, de i24 News Sport. À tout de suite. Bonsoir à nouveau donc et deuxième partie de i24 News Sport et sur ce plateau avec moi Laurent Fournier donc international, entraîneur, grand nom du foot français, Guy Citruc, journaliste et spécialiste du football et David Aiello du média Sport 365. Bonsoir à nouveau messieurs. Laurent donc vous évoquez il y a quelques minutes le fait que il y a quelque chose de choquant à voir donc ces stars aujourd'hui, Neymar, Ronaldo, lorsqu'ils arrivent comme à Hollywood, dans ces conditions-là, attendues, et donc ça peut être dérangeant et néfaste pour les gamins qui jouent au ballon. Oui, parce que les gamins rêvent de ça. Et je crois que d'arriver à ce moment-là, il faut être très fort. Et il n'y a que Messi ou Ronaldo ou d'autres joueurs qui peuvent y arriver. Après, le foot, pour moi, c'est pas ça. Le foot, c'est de se faire plaisir sur un terrain. Ça, c'est la récompense, mais la récompense, elle est pour les grands joueurs. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à ce niveau-là. C'est aussi votre sentiment que ça peut, même si ça fait du bien au foot, parce que c'est une médiatisation assez incroyable. Bien sûr. Quelque part, il y a donc ce côté pile qui peut déranger. C'est le résultat de la fusion qui provoque ça. Parce que France Football invitait toujours le lauréat, évidemment quelques personnes de son club, mais ça restait en petit comité, sauf pour les 50 ans du Ballon d'Or, où on avait réuni, puisque je travaillais à l'époque à France Football, on avait réuni l'ensemble des lauréats encore en vie et beaucoup étaient venus et ça avait fait une fête magnifique. Mais c'était un one-shot. Là maintenant, là ça devient un barnum terrible. Alors la FIFA a ce pouvoir-là auprès des joueurs de les faire venir, pouvoir que n'avait pas France Football. Mais il y a l'effet pervers, effectivement, ça devient un truc un peu trop énorme et qui ne représente pas vraiment le football. Pour moi, ça manque de spontanéité, ça manque de créativité. Tout est calculé. C'est pour ça qu'il y a peu d'émotion finalement dans oui, cette la remise. seule émotion, c'est la fille qui est là, qui a la récompense et qui est super contente. On a l'impression qu'elle de la meilleure joueuse du monde, absolument. Ouais, parce qu'elle est Exactement. Elle est plus spontanée. Là, on a l'impression c'est tout calculé, je vais mettre ma cravate comme ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et franchement, dans le foot, j'aurais tel couturier qui va m'habiller parce c'est vrai qu'on a raison, c'est tellement loin du football, c'est tellement loin du terrain, cette cérémonie, on n'a pas tout ce qu'on aime dans le football, donc il y a peu d'émotion, je trouve, dans ce genre de cérémonie. David, un mot sur donc le nouveau vote, parce que le mode de... Voilà, donc ça a été un changement considérable parce que maintenant, ce sont donc à la fois les capitaines des sélections et les entraîneurs, plus les journalistes qui votent. Oui, ce qui, à mon avis, à mon sens, pose un problème, parce que les journalistes, pour le coup, alors on peut leur reprocher plein de choses, mais c'était des spécialistes qui étaient sélectionnés d'ailleurs par la rédaction à l'époque de France Football, pour leurs connaissances, pour leurs compétences. On se retrouve aujourd'hui avec des sélectionneurs qui, pour le coup, à mon avis, sont effectivement plutôt bien informés sur ce qui se passe dans le football mondial, et encore que c'est pas toujours évident pour certaines sélections, mais à mon sens, ce qui pose véritablement problème, ce sont le vote des joueurs. Pour deux raisons. La première, c'est que les joueurs peuvent être déjà influencés par les amitiés, du vestiaire, etc. Et la deuxième, c'est qu'on sait très bien, en tout cas lorsqu'on est dans le milieu, que les joueurs, et Laurent va pouvoir me le confirmer, je pense, suivent peu le football mondial. Donc on va voter, et le football tout court, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne regardent pas les matchs. Donc on va voter sur du marketing, sur des bruits, sur une image qu'on peut avoir. Sur du copinage, il faut le dire. Également. Les études ont montré que malgré ce copinage ou cette situation, puisque donc ce sont 208 à chaque fois, 208 sélectionneurs, 208 capitaines, 208 journalistes, finalement, cette influence ne joue pas beaucoup.
Finalement, il s'avère que Messi, donc, est incontestable, il a 47% des voix. Oui, bien sûr que le vote de Messi est incontestable, mais quand on regarde dans le détail, on a quand même certains votes qui sont plus que surprenants. Et encore une fois, on a des joueurs qui peuvent apparaître, dont on se demande bien ce qu'ils font là, si ce n'est qu'ils représentent quelque chose en termes d'image. Alors, puisqu'on parlait de ce virage de 2010, la FIFA qui prend possession de ce ballon d'or et qui permet au foot de passer dans une autre dimension, des éléments avec cette déclaration de revenus quand on parle de starisation et de médiatisation aujourd'hui. Alors, cette déclaration de revenus 2015, le premier, Floyd Mayweather. C'est la réalité. 265 millions de $, donc l'Américain qui a fait son combat devant Pacquiao, pardon. D'euros ou de dollars? Parce que là, on a euros. D'euros, pardonnez-moi, oui, en dollars c'est un peu plus, c'est 280. Et donc, numéro 2, c'est un autre boxeur, puisque les deux se sont affrontés, c'est au mois de mai d'ailleurs, sur l'antenne de MCS, on avait fait un direct assez extraordinaire. Mais alors, en troisième position, on va le revoir tranquillement, vous avez donc Ronaldo. Ronaldo, aujourd'hui, avec 72 millions d'euros de revenus, donc on parle de salaire à la fois, et on parle de ses revenus pub. Et donc le troisième sportif le mieux payé. Et c'est Messi qui est juste derrière, il y a presque un peu moins de 7 millions d'euros, en quatrième position. Et à titre indicatif, Federer et LeBron James, Federer, presque 60 millions d'euros, et LeBron James. Alors, est-ce que vous êtes surpris par cette déclaration de revenus, Laurent ? Oui, parce que nous, à l'époque, c'était le franc. C'est surprenant. Après, c'est l'évolution, les contrats individuels des joueurs, au niveau des équipements, au niveau de tout ce qu'ils font, au niveau de la pub. Ça fait partie du jeu. On n'est pas jaloux, mais je trouve que ça fait beaucoup par rapport à ce qu'on voit en ce moment dans le monde. Et c'est comme ça. Laurent, je vous interromps, je m'excuse parce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est un breaking news très important. On me dit dans l'oreillette que Florentino Pérez veut engager Mayweather au Real Madrid. Ah, super info, voilà, en direct par Guy. Ça serait pas mal, non? Ils sont capables de briller sur n'importe quel terrain de sport. Est-ce que l'on parle d'argent entre les joueurs? Est-ce que hier, dans les années 90, 2000, les joueurs parlaient d'argent entre eux? Est-ce qu'aujourd'hui on en parle? Est-ce que l'argent a également cassé ou changé, modifié les rapports au sein d'un vestiaire? Je pense pas, parce que tout le monde est au même salaire. À l'époque, à part 2-3 joueurs de l'équipe qui avaient des gros salaires, allez, je vais dire une base de salaire, c'était 200 000 francs. Le salaire pour un joueur franc, hein. Pas 200 000 euros, hein, pour un joueur moyen du Paris Saint-Germain. 35 000 euros. Voilà. 35 000 euros. C'était très bien. C'est le salaire moyen d'un joueur de Ligue 2. Oui. Et encore. En Ligue 1, je crois que le salaire moyen est à 45 000 euros. Oui, 50 000, 50 000 maintenant, voilà. Donc maintenant, ça devient la majorité des joueurs de Ligue 1 sont au Paris Saint-Germain, sont dans la lignée des Messi ou des Ronaldo par rapport à ce qu'ils touchent, par rapport aux revenus publicitaires. Mais ceci, c'est quand même très intéressant, ce genre de tableau, parce que à première vue, comme ça, spontanément, on pourrait penser qu'il y a des joueurs de football américain, davantage de joueurs de la NBA, des joueurs, des sports américains dont on connaît le pouvoir financier. Finalement, on se rend compte qu'il y a deux extraterrestres qui sont Mayweather et Pacquiao qui sont là parce qu'il y a eu un combat justement extraordinaire, le combat du siècle qui leur a rapporté ses revenus, mais que derrière, les stars, les grandes stars internationales en termes financiers sont de footballeurs. Cela montre évidemment la puissance globale du football, malgré sa faiblesse aux États-Unis. 2010, le virage, la FIFA. La remise que nous avons donc vécue comme ça, sous forme de petit extrait, se déroule donc à Zurich, qui est le siège, un guide de la FIFA. C'est d'ailleurs au Palais des Congrès. Ils n'ont pas choisi le lieu forcément le plus prestigieux. En revanche, ils essaient de faire une cérémonie. Ils l'ont fait à l'Opéra parfois. Et là, je peux vous dire que c'était assez prestigieux. Ah ouais. Et là, ils l'ont modifié. Alors, on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe à la FIFA. C'est une évidence. Donc, nous allons écouter le discours du président par intérim. Comme vous le savez, Sepp Blatter est donc suspendu. 3 personnalités manquaient dans cette cérémonie. Sepp Blatter, suspendu, président depuis 1998, pendant 17 ans, il a régné, et de quelle manière, sur la FIFA. Jérôme Valls, son secrétaire général, lui aussi donc suspendu, et Michel Platini, donc pour les raisons que vous connaissez. Écoutons donc le discours du Camerounais donc Hayatou en introduction de cette cérémonie. 2016 est une année importante pour la FIFA et pour le football. Prochainement, les associations membres de la FIFA éliront le nouveau président de la FIFA. Ils auront l'occasion d'approuver une série de réformes qui permettront de commencer un nouveau chapitre de l'histoire de notre organisation. Après ces derniers mois difficiles, nous pouvons à présent nous reconcentrer pleinement sur la principale mission de la FIFA, promouvoir et développer le football dans le monde entier.
Silence total dans la salle au moment donc de ces mots importants. Guy, donc, il est le président intérimaire, il ne se présentera pas, on évoquera dans quelques secondes les 5 candidats à cette présidence. C'est une période charnière, c'est un moment clé. On parle donc de paillettes, des Oscars, de cette médiation, des salaires colossaux, en même temps la FIFA en pleine crise. Donc ce discours est plutôt rassurant de la part du président ? Oui, il a fait un discours plutôt consensuel pour un petit peu calmer le jeu et un peu mettre la poussière sous le tapis, quoi. Tout simplement. Oui. Est-ce que les gens du foot, Laurent, vous qui êtes entraîneur, est-ce qu'aujourd'hui on parle de ce qui se passe à la FIFA ? Est-ce que ça influe au niveau de l'ambiance, au sein des clubs, des relations entre les joueurs ? Non, je pense pas. On ne parle pas de ce qui se passe plus haut. Mais après, je voudrais revenir sur ce que le monsieur a dit, c'est qu'une nouvelle ère va commencer au niveau de la FIFA. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je crois que c'est la continuité de ce qui a été fait, promouvoir le football avec peut-être des règles différentes, des signatures de contrats avant. Comme vous le disiez tout à l'heure, Guy le disait, c'est qu'avant on se serrait la main et on était d'accord sur tout. Maintenant, c'est fini ça. Non, mais maintenant il faut des papiers. Et quand on voit ce qui est arrivé à Michel Platini, c'est peut-être une poignée de main qui a décidé qu'il allait toucher cette somme-là. Et comme il n'avait pas signé de papier, on dit que c'est de la corruption. David, l'élection, c'est le 26 février. Projetons-nous sur cette donc, élection importante, en même temps parce qu'il y a donc 5 candidats. Nous allons voir ces 5 candidats parce que finalement, aucun n'a une personnalité, n'est rassurant quelque part. Et je pense même d'ailleurs que la plupart, la majeure partie du public ne les connaît à peine. C'est assez surprenant. Depuis le retrait annoncé donc, de Michel Platini, c'est vrai que déjà d'une part, il n'y a plus de grands favoris, alors que Michel Platini était évidemment le très grand favori, et qu'on se retrouve effectivement avec des candidats qui sont soit issus en fait du milieu administratif un petit peu de la FIFA. Alors David, on évoque donc le cheikh Salman, qui fait partie de la famille royale du Bahreïn, qui est voilà, et qui est d'ailleurs un dirigeant au sein, puisque donc la FIFA est dirigée en comité par confédération, de confédération, voilà, et qui joue un important au sein de la confédération asiatique. C'est l'un des vice-présidents, donc voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'on a des personnages comme ça qui sont inconnus du grand public, mais qui tiennent des rôles stratégiques au sein du football mondial et qui sont venus se positionner comme ça, puisqu'on rappelle quand même que c'est un jeu géopolitique extrêmement important. Là, ça dépasse largement les intérêts du football, puisqu'on rappelle qu'il y a plus de membres au sein de la FIFA qu'au sein de l'ONU, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée de l'importance, c'est que Sepp Blatter, quand il se déplaçait dans certains pays, était reçu comme un chef d'État. Il y a donc les autres candidats. Il y a les familles princières sont bien représentées, puisque le frère du roi de Jordanie, donc le prince Ali Hussein, qui est d'ailleurs le plus jeune des candidats, il a 40 ans, qui a déjà concouru. Oui, qui est plus un inconnu, lui, du coup. Exactement, puisqu'il a tenté de battre Sepp Blatter dans l'élection au mois de mai, en 2015, lorsque Blatter a donc été élu pour la 5e fois. Et qu'il a un petit peu bousculé, puisque c'était le début un petit peu du FIFA Gate, même si François Hollande avait commencé un petit peu à secouer le cocotier avec l'annonce du FIFA Gate quelques mois plus tôt. Là, lors de cette élection, il s'est présenté, il a récupéré un certain nombre de voix, et c'est vrai qu'on a commencé un petit peu l'édifice FIFA de Sepp Blatter, commençait à s'ébranler un petit peu avec la réussite du prince Ali, qui du coup part peut-être avec un petit avantage parce qu'il est un petit peu connu. Et il a eu l'élégance de renoncer au second tour, ce qui lui a permis quelque part d'avoir un peu de sympathie. Il y a un coup d'avance, je pense là-dessus, parce qu'il a peut-être vu ce qui pouvait se passer. Il y a derrière. un Français, Laurent. Il y a un Français qui est candidat. C'est Guy Laurent Champagne. Jérôme, je dis Laurent. C'était le petit astuce avec Laurent. Jérôme Fournier, Laurent Champagne. Jérôme Champagne, qui est un ancien collaborateur de France Football. Voilà, également. Mais qui aussi est plutôt un diplomate. Il joue un rôle au sein des relations internationales. Il connaît un petit peu cet univers-là. J'évoquais ce passé à France Football pour montrer que c'est un passionné sincère que je connais personnellement, et que quelqu'un qui a travaillé au sein de la FIFA, qui a été secrétaire général pendant de nombreuses années, et puis qui est parti parce qu'il ne s'entendait plus trop avec l'institution. Et il y a maintenant un représentant du continent africain. Donc finalement, tous les continents seront représentés pour cette campagne 2016, donc à la présidence. On n'a pas l'Amérique latine. Non, c'est vrai. Mais l'Afrique du Sud, avec donc Tokyo Sexwale, qui a un parcours assez incroyable. Oui, alors là, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela. Exact. Donc, et qui, lui, n'est pas issu du monde du football, pour le coup. Par rapport aux autres candidats qu'on a évoqués, il a cette particularité de venir de l'extérieur, ce qui va à la fois être une force pour lui, parce qu'il va pouvoir se présenter comme le vrai candidat du renouveau en disant « Moi, je ne fais pas partie de la FIFA, je n'ai pas trempé dans tout ce qui a pu se passer », mais également qui est une faiblesse, parce qu'il n'a pas les réseaux.
Ça, c'est... En plus, avec un prénom comme ça, donc il représente à la fois l'Afrique du Sud et l'Extrême-Orient. Et puis, alors, un représentant donc, du continent européen qui joue un rôle important au sein de l'UEFA, puisque c'est le secrétaire général, et qu'on voit régulièrement au moment des tirages au sort. C'est le plus connu, à la limite. Voilà, c'est lui. Parce que, en plus, avec Laurent, voilà, non, mais c'est ça qui est symptomatique. Laurent, qui est international, issu du foot, entraîneur à haut niveau, finalement, les autres personnalités, vous ne les connaissez pas. Non, parce que je ne suivais pas, je suis plus le football européen, et lui, je le voyais sur les tirages au sort de la Coupe de... Alors donc lui, il a 46 ans, il est italien, et puis, alors, il est représentant donc de l'UEFA. Il est italien mais polyglotte. Oui. Il a une forte expérience également des arcanes du football mondial de par son poste de secrétaire général. Il a gravi tous les échelons au sein de l'UEFA et il s'est présenté au moment où Michel Platini a commencé un petit peu à être en difficulté, ce qui n'a pas forcément été bien vu parce qu'il y a eu un côté un petit peu profiteur dans cette histoire, mais il se retrouve néanmoins comme le candidat de l'UEFA et évidemment que cela lui donne une force incroyable. Guy, lorsque l'on voit les figures de ces 5 candidats, est-ce que c'est positif pour la FIFA? Voilà, quel est le sentiment? On ne fait pas un jugement de valeur en disant si lui est compétent ou pas compétent, mais simplement, sont-ils dignes de représenter cette institution? Quand le président par intérim, Hayatou, parle de nouvelle ère, est-ce qu'il représente l'avenir alors qu'ils sont tous issus déjà de la FIFA et qui jouent déjà des rôles importants au sein de leur confédération? Déjà, le constat que je fais, c'est qu'à part, je crois, Sheikh Salman, aucun n'a présenté réellement un programme. Avant une élection, les candidats présentent un programme. Champagne l'avait un petit peu fait lors de la première élection. Peut-être un peu trop tôt. C'est maintenant qu'il faudrait présenter un programme, au moins que le monde du football soit informé de ça. On ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire de la FIFA. Laurent, quand vous jouiez, c'était jouer à Blanche, le Brésilien. Le Brésilien qui est resté, je crois, pendant plus de 74 à 98, me semble, de mémoire. Est-ce que vous parliez du président, vous en tant que joueur, vous saviez que c'était un Brésilien Oui, parce qu'on lisait, on regardait. Maintenant, il y en a tellement, il y a tellement de monde à la FIFA. Il n'y avait qu'un personnage. Le président de la FIFA était Havelange. Après, il y avait le président de la Fédé, il y avait Sadoul, il y avait etc. Maintenant, vous envoyez une dizaine, vous ne savez pas qui est qui et qui fait quoi. Voilà. Et voilà. En tout cas, c'est un feuilleton à suivre. Hein, et on reviendra régulièrement dans notre nouveau magazine, donc dans le nouveau rendez-vous de sport, chaque semaine sur i24 News Sport, sur l'actualité. Bien entendu, le foot prendra une grande place, mais il n'y aura pas que le foot, bien entendu. Il y aura d'autres sports que nous aimons et qui méritent que l'on s'y attarde. Merci infiniment, Laurent Fournier, Guy Citruc, David Ayello pour cette première. À très bientôt sur i24 News Sport. Bye bye. Merci.